Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui répondre à une des questions que vous me posez très régulièrement. Peut-on encore sauver l'économie française? Et si c'est le cas, comment? Eh bien, évidemment, nous restons optimistes. Donc oui, c'est toujours possible de sauver notre économie, mais il faut faire vite et il faut prendre les bonnes mesures. Parce que c'est vrai que depuis 15 à 20 ans, on aurait pu prendre des bonnes mesures et malheureusement, par manque de courage politique, nos dirigeants ne les ont pas prises. Et donc voilà la situation aujourd'hui qui est extrêmement compliquée pour l'économie française. Regardez encore hier, la Commission européenne vient de lancer un avertissement à la France pour dérapage de ses comptes publics. À la rigueur, si on avait une croissance forte, on pourrait dire bon bah au diable l'avarice, mais ce n'est pas le cas. Nous avons aujourd'hui le retour de la récession, le chômage qui augmente, les faillites d'entreprises qui explosent. Donc on a énormément de dangers pour demain, les taux d'intérêt qui également sont très élevés sur la dette publique et donc sur nos crédits. Voilà, beaucoup de dangers qu'on ne veut pas voir. Nous on est là pour effectivement les montrer par réalisme, tout simplement, pas pour faire peur, par réalisme, mais on se doit également de proposer. Que peut-on faire pour sortir la France de sa léthargie et encore une fois pour repartir à la hausse sur le chemin de la croissance, du bien-être économique, du bien-être social également, parce que là aussi on voit que le taux de pauvreté est en train d'augmenter en France, donc vous voyez qu'on a beaucoup de difficultés malgré l'explosion de la dette et des dépenses publiques. Alors par rapport à l'habitude, on va changer, c'est-à-dire que habituellement on termine notre vidéo avec une bonne nouvelle, on va commencer par une bonne nouvelle si vous permettez. Alors on va commencer donc tout de suite avec pour rappeler que nous avons la chance de vivre dans un pays qui est formidable, jusqu'à présent du moins. C'est vrai que d'un point de vue, je dirais, géostratégique, il n'y a pas mieux que la France, la ouverture sur l'Atlantique, sur toutes les mers, sur la Méditerranée, sur l'ensemble de l'Europe, donc c'est formidable. Donc ça c'est un avantage évidemment très puissant. On a également 68 millions d'habitants, un PIB, donc une richesse qu'on crée en France de 2760 milliards d'euros en 2023. On est toujours la 7e puissance mondiale, c'est déjà pas mal. On a bien sûr des infrastructures routières, maritimes, aéroportuaires de premier rang, bon, quand il n'y a pas de grève évidemment, mais globalement c'est quand même plutôt positif. Bien sûr nos paysages, nos villages, nos villes magnifiques, une espérance de vie qui est toujours de 85 ans pour une femme et 80 ans pour un homme, malgré le fameux coronavirus, et donc c'est quand même plus de 15 ans de plus que dans les années 60, 70 même, donc c'est formidable. On a la chance d'avoir effectivement une dynamique qui est là, de vivre plus longtemps également en France. Le taux de fécondité qui certes a baissé, mais c'est le numéro 1 en Europe, 1,8 enfants par femme. Je vous rappelle qu'il faut 2,1 pour avoir le taux de remplacement. On n'y est pas, mais on reste quand même un des bons élèves, on va dire, pour l'instant de l'Europe. Autre bonne nouvelle, eh bien ça on le dit pas assez, mais la France est numéro 1 mondial des dépenses sociales. Quand j'entends qu'on me dit que la France est un pays ultra-libéral, faut arrêter de dire des bêtises, évidemment. La France est un pays extrêmement social. Vous voyez que aujourd'hui, c'est les derniers chiffres de l'OCDE, 31,6% de notre PIB, ce sont des dépenses sociales. C'est formidable. Regardez, la moyenne de l'OCDE, c'est 21,1%. Donc c'est vrai que grâce à cela, ça permet notamment via la redistribution de réduire le taux de pauvreté qui devrait être de 22%, et là il est à 14,5%. Malheureusement, il augmente un petit peu l'année dernière, mais ça fait quand même 5 millions de Français qui sont sauvés de la pauvreté grâce à cela. Mais malheureusement, ça ne suffit pas, puisqu'on voit bien qu'on a cette situation où on a des inégalités, une pauvreté qui repart malheureusement à la hausse, malgré tout cela. Donc c'est pas un problème de quantité, mais de qualité de ces moyens. C'est là qu'est la grande difficulté. Je peux en parler, moi je viens des cités HLM d'Orly, donc j'en ai bénéficié de ces dépenses sociales, j'avais une bourse, etc. J'ai réussi à m'en sortir. Mais aujourd'hui, quand on voit qu'on a un taux de chômage des moins de 25 ans de 60% dans les cités HLM, évidemment, ça fait froid dans le dos. Donc, où va l'argent? C'est là qu'est la grande difficulté, avec bien sûr beaucoup de gaspillage, on en parlera tout à l'heure. On a aussi des fleurons mondiaux dans tous les secteurs d'activité, bien sûr, l'aéronautique, l'automobile, l'énergie, chantier naval, l'agroalimentaire, le luxe, la pharmacie, le tourisme, le bâtiment. Enfin, on a des secteurs évidemment très dynamiques, même la banque également, parce qu'on a des grandes banques françaises qui sont très dynamiques au niveau mondial. Donc tout ça pour dire que on a la chance d'avoir finalement un pays qui est formidable. Le problème, c'est que nous nous sommes endormis sur nos lauriers. La France est endormie, elle n'a pas voulu se moderniser, et donc malheureusement on a été déclassé avec le temps. Là on voit ce qu'on appelle le PIB par habitant, ça veut dire la richesse qu'on crée chaque année en France par rapport au nombre d'habitants. Regardez bien, on était dans les années 90 11e mondial, ce qui est évidemment une belle performance, et aujourd'hui en fait depuis 2019, donc avant même le coronavirus, nous sommes 24e mondial. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus faire de la croissance. Vous voyez, on avait une croissance structurelle, ça veut dire celle qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie de 2,5% en 90. Là, on est à seulement 0,9% par an. Et on n'y arrive pas à faire mieux. Évidemment, ça a été des choix, des mauvais choix politiques. Rappelez-vous, on a voulu désindustrialiser la France dans les années 80-90. On voulait une économie sans usine. Évidemment, nous le payons, tout ça aujourd'hui.
aujourd'hui, bien sûr c'est important les services, mais il faut également avoir une industrie de pointe. Alors aujourd'hui on dit on va réindustrialiser. Évidemment c'est une bonne mesure, mais comment fait-on? Est-ce qu'on a les formations? Est-ce qu'on a la main d'œuvre? Et c'est évidemment malheureusement ce n'est pas le cas. Donc on a beaucoup de bonnes intentions, mais on voit que malheureusement on est en train de réduire, de baisser dans le niveau du classement mondial en termes de richesse par habitant, et ça c'est vraiment très triste. On le voit ici, donc je vous ai mis, vous verrez les chiffres tranquillement ensuite à tête reposée. Il faudrait arrêt sur image. Vous voyez donc la France, c'est en 1990, PIB par habitant. À l'époque, la Suisse était numéro 1, Luxembourg, vous voyez d'ailleurs il y a pas mal de pays européens, États-Unis étaient 10e, nous on était 11e. Bon, alors c'est pas mal, vous voyez ce que je veux dire, on était devant l'Autriche, les Pays-Bas, le Canada, le Royaume-Uni, etc. Donc tout allait bien. Alors, entre parenthèses, la Chine était 138e à l'époque, vous voyez. Et la photographie, donc aujourd'hui, chiffre du FMI, vous voyez, alors là ça fait mal. Regardez bien, donc nous sommes effectivement 24e mondial, donc derrière le Royaume-Uni, juste devant Andorre. Bon, c'est déjà pas mal, vous allez me dire, mais évidemment, vous voyez, on est derrière l'Allemagne, derrière la Belgique, derrière le Canada, vous voyez, même les États-Unis, eux, ont progressé. Donc on le voit bien, Luxembourg est toujours premier. Alors bien sûr, ce sont des micro-États qui font du dumping fiscal, etc., tout ce que vous voulez, mais tout de même, États-Unis, 7e, vous voyez, on est évidemment derrière l'Allemagne. Donc ça montre bien que malheureusement, nous sommes déclassés, entre guillemets, on n'a pas réussi à jouer, à prendre le pari de cette mondialisation finalement. Alors donc on dit oui, c'est à cause de la mondialisation, oui, c'est le bouc émissaire idéal, mais d'autres pays ont réussi à s'en sortir. Pourquoi pas nous? Parce que justement, on a une situation économique de plus en plus, je dirais, délétère, et avec une inefficacité notamment des dépenses publiques. Parce que c'est là le drame, c'est que ce déclassement s'est observé malgré l'explosion de la dette publique. Vous voyez bien ce graphique très triste. Donc depuis 2012, la dette publique française a augmenté, regardez bien, de 63,4%, alors que ça a fait du 40% de hausse en Italie, du 19% en Allemagne. Donc la dette publique française depuis 2012 a augmenté 3 fois plus qu'en Allemagne. Vous vous rendez compte? Et pourtant, en termes de PIB par habitant, nous sommes derrière les Allemands. Alors qu'on était devant de nombreux pays, là on passe derrière eux. Il y a quelques années, c'est quand même assez incroyable. Donc on voit bien qu'on a eu cette inefficacité de la dépense publique. Alors on me dit oui, mais il y avait le corona, donc on ne pouvait pas faire autrement, la dette publique devait exploser, devait augmenter. Eh bien non, il y a beaucoup de pays aujourd'hui en Europe, regardez bien, qui ont une dette publique inférieure à 70% du PIB, donc on les voit ici. Alors par exemple les Pays-Bas, bien sûr, l'Allemagne, on a également pas mal de pays finalement d'Europe de l'Est et des pays scandinaves également qui ont fait des efforts. Par contre nous, les Français, nous on est dans le top 3, c'est-à-dire on est numéro 3 en termes de dette publique par rapport au PIB. Avant on était autour des 10e, donc sur 27 pays de l'Union Européenne, là on est numéro 3. Numéro 1, vous voyez, c'est la Grèce, numéro 2 c'est l'Italie, numéro 3 c'est évidemment malheureusement la France. Et ce n'est pas terminé. Parce que vous voyez, des pays comme l'Espagne, le Portugal, la Belgique qui étaient devant nous, aujourd'hui sont derrière nous. Donc certains pays ont fait des efforts, donc on peut, quand on veut, on peut. Mais nous, malheureusement, on ne veut pas. C'était un choix politique. Et d'ailleurs, on le voit en 2023, c'est quelque chose de complètement fou, parce qu'à la rigueur, on pourrait dire, bon, 2020, il y avait le coronavirus, allez, pourquoi pas, allez, 2022, il y avait l'inflation, ok, là, 2023, on devrait réduire notre déficit public. En plus, comme il y a eu de l'inflation, eh bien, ça fait augmenter les recettes de TVA, puisqu'on ponctionne sur un gâteau plus grand, finalement, donc on aurait dû avoir une augmentation des recettes, donc une baisse du déficit public. En 2023, eh bien, regardez bien ce chiffre assez dramatique, c'est exactement le contraire. On a, sur les 9 premiers mois de l'année, 186,12 milliards d'euros de déficit budgétaire, uniquement de l'État, sans compter les collectivités locales, sans compter la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, nous avons 40 milliards de plus de déficit que l'année dernière et 11 milliards de plus que le déficit de 2021 qui était le précédent record. Donc là, on a bien un problème, si vous voulez. C'est inacceptable, j'ai envie de dire. Comment on peut lâcher les deniers publics? Parce que ces déficits, il faudra les payer, bien entendu. Et c'est nous, au travers de nos impôts, nous les Français, qui allons les payer. Donc on voit bien, déjà, on commence à comprendre ce qu'il faut faire pour réformer effectivement l'économie française. On ne peut pas continuer à augmenter indéfiniment ce déficit, sachant qu'en plus, si à l'arrière, comme j'évoquais tout à l'heure, on avait une croissance forte, une baisse du taux de pauvreté, une baisse des inégalités, on avait du bonheur économique, on pourrait dire, bon, tout va bien. Mais ce n'est même pas le cas. Donc où va l'argent? C'est la grande question. Alors on fait des chèques ici ou là, mais finalement, il n'y a plus d'efficacité. Il y a des gaspillages permanents. Il n'y a qu'à lire le rapport de la Cour
Cour des comptes chaque année, on voit l'ensemble de ces gaspillages. Donc on voit bien les sources effectivement de réformes, comment on peut sauver l'économie française, mais c'est clair que si on continue comme ça, on est en train malheureusement de terrasser l'économie française. Donc je montre ici ce qui vient de sortir, c'est-à-dire l'alerte, l'avertissement de la Commission européenne, c'est assez fort. Donc il y a aussi avec nous la Belgique, la Croatie, la Finlande, mais c'est surtout la France aujourd'hui qui risque de ne pas être en ligne avec les recommandations budgétaires, et donc on risque d'avoir l'année prochaine, vous voyez, une procédure d'infraction pour déficit excessif. Voilà ce que dit aujourd'hui la Commission européenne. Alors évidemment, s'il faut réduire nos déficits, c'est pas pour faire plaisir à Bruxelles, non, ça, regarde, c'est pas le problème, c'est pour nos enfants, parce que ce déficit, ça fait de la dette, et la dette, il faut la financer. Alors, jusqu'à dernièrement, les taux d'intérêt étaient bas, donc ça allait encore. Maintenant que le taux d'intérêt augmente, eh bien, ça casse l'activité économique. Donc tout ça, parce qu'on a justement dérapé sur les déficits et sur la dette publique. Et parallèlement, ça ce qui est complètement fou, également en termes de dépenses publiques. Donc quand j'entends certains qui me disent qu'il faut encore augmenter les dépenses publiques, il faut être sérieux. Nous sommes numéro 1 du monde en termes de dépenses publiques. On le voit ici. Vous voyez bien, alors on était monté à plus de 60% pendant le coronavirus, c'était logique, mais maintenant on est quand même à 58,3% de dépenses publiques par rapport au PIB. Et c'est la courbe bleue ici. Nous sommes devant tout le monde, devant l'Allemagne, devant finalement l'ensemble des pays du G7. Vous voyez, là on est sur des niveaux de 42%. Donc c'est quand même complètement fou. C'est-à-dire, tous les pays ont fait des efforts. Regardez bien, même les pays scandinaves. C'est-à-dire, les pays scandinaves, il y a encore quelques temps, justement, on se réfugiait derrière eux. On dit, regardez, dans les pays nordiques de l'Europe, ils font encore plus que nous en termes de dépenses publiques par rapport au PIB. Eh bien, c'est fini. Regardez, là, on voit la Finlande, on voit le Danemark qui était loin devant nous dans les années 80-90. Eh bien, maintenant, c'est fini. Ils sont loin derrière nous. Ils ont compris qu'il fallait réduire la dépense publique et avoir une dépense publique efficace. Quand on dit réduire la dépense publique, ça ne veut pas dire faire des coupes claires dans les dépenses, je dirais, sociales ou médicales, parce que justement, c'est ça le problème. On a de plus en plus de dépenses publiques, mais les services publics sont de moins en moins bons. Donc on a un problème de corrélation entre les moyens qu'on met et les résultats qu'on observe. Et puis parallèlement, pour financer cette dépense publique, eh bien, il faut constamment augmenter les impôts. Et là aussi, nous sommes numéro 1 du monde des impôts. On le voit ici, c'est la courbe rouge, qu'on appelle les poids des prélèvements obligatoires par rapport à notre PIB. Nous sommes donc, regardez, sur un niveau de 47%, vous voyez, j'en bafoue tellement c'est énorme, chiffre d'Eurostat. Donc on le voit bien, plus la pression fiscale augmente, donc numéro 1 au monde, plus la croissance structurelle, la courbe bleue, baisse. Donc c'est ça qui aujourd'hui est extrêmement dangereux. On ne peut plus, encore une fois, continuer comme ça. Et alors, d'autant que si on regarde les derniers chiffres, bon, j'en ai déjà parlé dans des différentes vidéos, mais je rappelle juste de ces chiffres qui sont quand même assez dramatiques. D'abord, indicateur des directeurs d'achat, nous sommes donc bon dernier, vous voyez, 44,6, et il y a la barre à 50. On est donc très très loin. La barre à 50, c'est la croissance. Au-delà, c'est la croissance. En deçà, c'est le recul de l'activité. Je ne reviens pas sur ces chiffres, je l'ai déjà commenté dans la vidéo de la semaine dernière. Et on voit bien que 44,6, c'est un plus bas depuis donc novembre 2020. On était encore en pleine pandémie et nous sommes derniers derrière l'Allemagne, etc. Donc la récession qui s'annonce s'avère évidemment dramatique. Autre chiffre qui vient de sortir, c'est assez incroyable, chiffre de la Banque de France sur les défaillances d'entreprises. Alors ça fait froid dans le dos. Alors je sais que certains disent non mais tout va bien, il y a un effet sur les micro-entreprises, etc. Non, pas du tout. Regardez bien ces chiffres horribles. Là vous avez donc sur 12 mois le cumul des défaillances d'entreprises. Donc au total il y en a eu donc 52 695. Et donc on est en hausse de 35,7% sur un an. Et regardez bien, 3% de hausse par rapport à 2019. Donc on nous dit oui, c'était l'effet après le corona, etc., les aides qui s'arrêtent, les prêts garantis par l'État. Ok, mais là ça y est, on est au-dessus de 2019. Et regardez bien ces chiffres horribles sur les ETI, plus 100% par rapport à 2019. Sur les entreprises de 100 à 250 salariés, plus 66%. Les petites entreprises de 10 à 99 salariés, plus 83,1% par rapport à 2019. Donc ça c'est très dangereux parce que si les entreprises sont faillites, derrière évidemment il y a des licenciements, donc il y a du chômage et donc ça augmente. Et on a eu justement les chiffres la semaine dernière du chômage qui est reparti à la hausse. Alors bon, on est à 7,4% sur les chiffres de catégorie A, le chômage de catégorie A. Ça veut dire les chômeurs qui font preuve d'une recherche active d'emploi, qui sont immédiatement disponibles et qui n'ont pas du tout travaillé. Donc 7,4. Si vous ajoutez ce qu'on appelle le halo du chômage, ça veut dire des chômeurs mais qui ne sont pas disponibles tout de suite notamment, on est à 13,1%. Et
si vous rajoutez ceux qui travaillent un petit peu, quelques jours dans le mois, mais qui sont quand même au chômage l'essentiel du mois, on est à 16,9% de taux de chômage, presque 5,5 millions de personnes. Voilà aujourd'hui l'état, l'ampleur des dégâts, et malgré l'explosion des dettes publiques. Alors on me dit oui mais ailleurs c'est pire. Non, c'est le problème justement, c'est qu'on est donc numéro 3 en termes de dette publique par rapport au PIB, numéro 1 en termes d'augmentation de la dette, et on est également numéro 3 en termes de taux de chômage. Chiffre d'Eurostat, là vous avez tous les pays de l'Union européenne. Voilà, donc numéro 1 c'est toujours l'Espagne avec 12%, la Grèce avec 10%, et ensuite numéro 3 ex aequo, la France et l'Italie à 7,4% de taux de chômage. Ce sont les derniers chiffres de l'INSEE et d'Eurostat. Donc on voit bien que tous les autres pays ont un taux de chômage inférieur au nôtre. Ah bah oui, hein, quand on nous dit le plein emploi, que tout va bien en France, ça change. Encore une fois, je dis pas ça pour faire peur, pour critiquer, mais juste pour voir la réalité en face. Et cette réalité, évidemment, elle est loin d'être euphorique. Et pareil sur l'inflation, en disant l'inflation, on est très bon en France, on a la moindre inflation d'Europe. Que nenni, j'ai envie de dire, c'est complètement faux. Regardez bien, taux d'inflation du mois d'octobre, on n'a pas encore novembre, on l'aura la semaine prochaine, 4,5% de taux d'inflation en France. Numéro 6, hein, bon c'est pas numéro 3, mais c'est quand même bien placé, alors que vous voyez, la moyenne de la zone euro, on est à 2,9%, et beaucoup de pays, même il y a des pays où on est en baisse effectivement des prix. Donc malgré le bouclier tarifaire, malgré tout ça, on a cette inflation qui reste très forte. Donc si je fais le résumé de tout ça, parce qu'encore une fois, il faut comprendre maintenant comment on va s'en sortir. Eh bien, parce que donc pour pouvoir s'en sortir, il faut faire un vrai diagnostic. Pour donner les médicaments, il faut d'abord savoir quelle est l'ampleur des dégâts sur le malade. Et donc, voilà l'ampleur des dégâts. Donc, numéro 1 mondial de la pression fiscale par rapport au PIB, numéro 1 mondial des dépenses publiques par rapport au PIB, numéro 1 européen de l'augmentation de la dette publique. Alors il y a beaucoup de pays qui font beaucoup moins que nous, même au niveau mondial, à part peut-être les Américains, mais globalement, on est quand même numéro 1 européen de l'augmentation de la dette publique. Ça, c'est quand même dangereux. Numéro 3 européen, donc du ratio dette publique sur PIB. Numéro 1 mondial des plus mauvais indices, donc des directeurs d'achat sur le dernier mois, et même ça fait depuis le mois de juin dernier que ça dure. Numéro 3 européen du taux de chômage, on vient de le voir. Numéro 6, donc européen sur la plus forte inflation. Et évidemment, numéro 1 européen de la complexité du marché du travail, du code du travail, l'un des plus complexes même du monde, j'ai envie de dire. Donc tout ça pour dire que maintenant on commence déjà à comprendre les mesures qu'on doit prendre pour sauver la France. Voilà ce qui ne va pas. Alors que peut-on faire pour relancer la machine? Comme vous le savez, on a un problème de confiance. Les Français n'ont plus confiance, bien sûr, dans leurs dirigeants, dans l'avenir de l'économie française. Donc il faut leur donner avant tout du pouvoir d'achat. C'est ça le vrai enjeu. Alors comment on donne du pouvoir d'achat? Pas en faisant des chèques, mais en baissant la pression fiscale qui pèse sur les ménages et sur les entreprises. Alors c'est la première mesure, ce qu'on appelle donc une thérapie de choc bienveillante, parce que bien sûr c'est une thérapie de choc, faire beaucoup de mesures en même temps, c'est pas de la rigueur, parce qu'il y a également, j'ai envie de dire, de la confiture, entre guillemets, pour faire passer la pilule, parce qu'il faudra prendre des mesures compliquées, mais on doit d'abord réconcilier les Français avec l'économie et avec les dirigeants notamment, et donc il faut réduire la pression fiscale. Alors, quel est l'impôt que tout le monde paye? Vous allez me dire oui, la TVA, certes, mais la TVA c'est indirect. Non, on paye tous la CSG, CRDS. Rappelez-vous, c'était des impôts temporaires créés par Michel Rocard en 1991. Et on est en 2023, c'est du temporaire qui dure. Et à l'époque, la CSG c'était 0,5%. Maintenant, on est à 17,2%. C'est énorme, vous comprenez? Donc ça, il faut réduire. Donc si vous réduisez, mais fortement, de l'ordre de 30 milliards d'euros, vous redonnez confiance. Vous baissez également les impôts sur les entreprises, notamment ceux sur la valeur ajoutée, qui sont là indépendamment du profit que vous allez faire. Donc là, vous donnez un bol d'air aux entreprises qui vont pouvoir, là aussi, redémarrer. Mais si vous faites ça, donc c'est vrai que ça va générer un rebond de la croissance, de l'activité économique, mais il faut aussi baisser les dépenses publiques. Et c'est là que le bas blesse. Personne ne veut le faire depuis des années. Ça fait 25 ans que j'ai vu tous les dirigeants français. Ça n'a malheureusement pas servi à grand-chose. Et alors, il y a quelques années, c'était encore facile. Quand on avait 52% de dépenses publiques par rapport au PIB, on avait une dette de 60%, c'était encore gérable. Là, on est à plus de 58% de dépenses publiques, bientôt 115% de dette publique par rapport au PIB. Donc c'est plus compliqué évidemment aujourd'hui, mais on se dit aussi il y a plus de gras à enlever. Donc là aussi, il faut notamment réduire les dépenses de fonctionnement qui ont encore augmenté de quasiment 30 milliards d'euros en 2022. Ça sera au moins la même chose en 2023. Les dépenses de fonctionnement. Donc évidemment, il faut arrêter ce millefeuille administratif. Il y a trop d'échelons depuis l'Élysée, Matignon, les ministères, l'Assemblée, le Sénat, les régions, les cantons, les communes, agglomérations de communes et ainsi de suite, et toutes les délégations départementales, régionales, ce que vous voulez. Et à chaque fois, vous vous rendez compte que vous avez les mêmes postes de dépenses. Donc il y a des doublons énormes avec évidemment une très faible
efficacité. Il n'y a qu'à lire le rapport de la Cour des comptes, encore une fois, vous voyez l'ampleur des gaspillages. Très facilement, on peut économiser 50 milliards d'euros. Et donc là, vous voyez, on boucle le budget, bien entendu, malgré la baisse des impôts, qui va d'ailleurs relancer la croissance et permettre d'avoir à ce moment-là une activité plus forte. Et donc, s'il y a plus d'activité, le gâteau fiscal augmente. Et même si on ponctionne moins, on aura à la fin plus de recettes fiscales. Vous voyez, c'est du bon sens, malheureusement, qu'on oublie trop souvent. Ensuite, il faut réduire, bien sûr, le coût du travail. Alors, pas baisser les salaires, bien sûr que non, mais réduire, justement, les cotisations, les charges qui pèsent sur les salaires, charges patronales, charges salariales que nous payons nous-mêmes, hein, les salariés, et puis également les chefs d'entreprise. Donc, si vous faites ça, évidemment, vous augmentez les salaires nets. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment on finance l'assurance sociale, le chômage? Justement, là aussi, il faut optimiser tout cela. Il faut améliorer le fonctionnement de l'ensemble de ces dépenses, faire des réallocations, faire moins de dépenses de fonctionnement qui ne servent à rien, des ronds-points, etc., pour réallouer peut-être vers plus de social, parce que c'est ça le problème. C'est qu'on a aujourd'hui du social et malheureusement qui n'est pas efficace. Et là aussi, on voit bien ce qui se passe dans les hôpitaux, où c'est en flux tendu, etc. Donc voilà, c'est pas un problème de quantité de dépenses, parce qu'elles sont énormes ces dépenses, mais il faut réallouer ces dépenses là où on en a vraiment besoin, et il faut bien sûr faire preuve d'efficacité. Arrêtons également les gaspillages. On le sait, encore une fois, énormément de gaspillage. Je parlais du rapport de la Cour des comptes, il y a au moins 20 à 30 milliards chaque année à réduire très facilement, simplement en arrêtant de gaspiller. Après, il faudra repenser, bien sûr, l'ensemble des dépenses sociales, médicales, etc., pour les améliorer, pour éviter là aussi des doublons, pour éviter des abus, bien entendu. Lutter aussi contre la fraude fiscale et autres, ça c'est évident, mais globalement, vous voyez qu'on a des mesures à prendre pour relancer l'économie. Ensuite, il faut un marché du travail qui soit plus fluide, plus flexible. Ce code du travail dramatique, qui est horrible. Combien d'entreprises déposent le bilan après un contrôle de l'URSSAF qui tourne mal parce qu'il y a cette volonté de faire mal à l'entreprise qui souvent malheureusement n'a rien fait de mal. Et derrière, si l'entreprise fait faillite, il y a des licenciements, du chômage, donc une crise sociale qui est là évidemment. Arrêter le caractère obligatoire des 35 heures. Alors bon, il y a des éléments qui ont été faits, des petites avancées, mais on est très très loin de la thérapie de choc. Bien sûr, il faut également innover puisque c'est là où on va pouvoir faire une croissance plus verte, entre guillemets, une croissance qui soit plus respectueuse de la nature, va-t-on dire, mais surtout avec de l'innovation dans l'énergie, dans l'agroalimentaire, dans le numérique. Voilà, on a énormément de révolutions à faire. Le problème, c'est que, même de réindustrialisation, comme c'est qu'il faut les formations. Quand on voit qu'effectivement, on a ce taux de chômage énorme et qu'on a des pénuries de main-d'œuvre, on se rend bien compte que là aussi, il y a un problème d'allocation. On a des formations qui sont formidables, certes, mais qui ne trouvent pas preneur. Et on a des entreprises qui sont obligées de créer leur propre école en interne pour justement avoir la main-d'œuvre, alors qu'on a l'éducation nationale la plus chère du monde. Certaines entreprises doivent créer leur propre école en interne pour former leur main-d'œuvre. C'est assez incroyable. J'étais au chantier de l'Atlantique de Saint-Nazaire il y a quelques mois, et justement, c'est ce que le PDG me disait, comme ils ont du boulot, tant mieux, mais il y a des pénuries de main-d'œuvre, et que l'éducation nationale n'offre pas les formations, c'est eux-mêmes qui ont créé leur école en interne, et beaucoup d'entreprises font ça aujourd'hui, alors qu'on a encore une fois une éducation nationale qui coûte une fortune, comme vous le savez, et bien entendu, donc il faudra développer ces formations au sein des entreprises. Après, il faudra faciliter le financement de l'économie. Alors ça veut dire, bon, bien sûr, on a les banques pour financer l'endettement, le financement de l'économie, mais il faut des fonds d'investissement de long terme qui vont également gérer la retraite, ce qu'on appelle des fonds de pension, et qui, eux, vont prendre des risques sur 30, 40 ans, qui vont peut-être créer donc ce qu'on appelle des GAFAM, etc. Regardez les GAFAM, il n'y a aucune française, aucune européenne, c'est que des américaines qui ont été financées à la base par des fonds de pension. Et donc c'est là l'enjeu, c'est que ça finance la retraite et ça finance également l'économie, ça fait de l'investissement, ça fait de l'innovation, donc ça fait de l'emploi. Et j'ai envie de dire, dernier point, peut-être, ça aurait pu être le premier, il faut bien sûr développer la culture économique des Français. C'est ce qu'on fait bien sûr sur cette chaîne, mais c'est le drame. C'est que malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de culture économique. Quand je vois malheureusement beaucoup de jeunes qui sont tentés, qui nous disent oui, il faut encore augmenter la dépense publique, il faut prendre de l'argent à ceux qui en ont, etc., qui l'ont gagné honnêtement, très souvent, et qui ont déjà payé plein d'impôts dessus, avec la tentation de ponctionner encore l'épargne. Non, ce n'est pas du tout le cas. Mais, encore une fois, je viens des cités HLM d'Orly. Moi, quand j'étais jeune dans une cité HLM, donc j'avais peu d'espoir de m'en sortir, mais j'y croyais et je voulais m'en sortir. Je voulais pas des aides, je voulais pas des subventions, je voulais m'en sortir. C'est ce que veulent aujourd'hui les Français, les entreprises. On ne veut pas des aides, des subventions. On veut avoir un bol d'air, on veut avoir une économie qui soit libérée justement et qui nous permette de retrouver le chemin de la croissance forte. Et si on aura plus de croissance, on aura plus d'emplois. Ne rêvons pas, il n'y a pas d'emploi sans croissance. Et si il y a plus d'emplois, il y a plus de revenus, plus de consommation, plus d'investissement, donc plus de réalisation économique. Et puisque justement c'est le mot à la mode, même si malheureusement il est souvent galvaudé, il y a plus de bien-être ou plus de bonheur économique. Donc voilà ce qu'il faut faire, on peut encore le faire.
Malheureusement, je dois être très honnête avec vous, aujourd'hui je ne vois aucun dirigeant ou futur dirigeant, potentiel futur dirigeant annoncer ces mesures-là. C'est très triste. Peut-être que ça arrivera, j'espère en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que la France se réformera, se modernisera, soit dans la douceur, soit dans la douleur. Donc j'espère que ça sera dans la douceur. Donc on aura enfin des personnes qui choisiront de faire ces bons choix économiques et de sauver notre douce France. Encore une fois, c'est tout le mal que je nous souhaite, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup, bonne continuation et à très bientôt.